Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est le 4 mars, il fait froid, donc pas question d'aller voir les abeilles encore, c'est pas encore le moment de la visite de printemps. Donc je vais vous faire comme promis un petit topo sur les ruches de Lyens espagnoles. Vous savez que je les utilise depuis quelques années déjà et j'en suis super content. Donc pour des qualités que je vous ai déjà expliquées, c'est-à-dire que les cadres hauts favorisent l'hivernage et tout ça, et aussi pour les manipulations, puisqu'il n'y a pas à l'intérieur de crémaillère, ni de bande intercadre, ni rien, ce qui fait que ça facilite grandement les manipulations. Donc là, je vais vous présenter deux modèles. Donc un modèle qui est le même qu'on trouve dans tous les magasins apicoles en Espagne, c'est le modèle traditionnel espagnol que les apiculteurs espagnols utilisent depuis des années. Et donc un autre modèle de chez Apidroche qui est légèrement modifié par rapport au modèle d'origine. Donc je vais vous montrer les différences entre les deux. Alors je ne suis pas là pour vous dire prenez plutôt celle-ci ou prenez plutôt celle-là. Ça sera en fonction de vos goûts, en fonction de vos habitudes, en fonction de plein de choses. Mais donc voilà, je vais juste vous présenter les deux modèles. Donc moi il y en a un que je préfère puisqu'il correspond mieux à ma façon de faire à moi. Maintenant voilà, il y a aussi une différence de prix. Donc je vais vous montrer les petites différences qu'on trouve entre les deux. Et puis comme ça vous pourrez faire votre choix en votre âme et conscience. Voilà, allez on s'y met. Alors là, vous avez les deux modèles. Donc là, vous avez le modèle de l'Hacienda de l'apiculteur, qui n'est pas le modèle de base. C'est un modèle un petit peu plus cher que j'avais pris, mais bon, si vous prenez la ruche premier prix, ça sera exactement la même chose à l'intérieur, sauf qu'à l'extérieur, vous n'avez pas le bois comme ça entrelacé. Vous avez des cornières métalliques sur le côté, et vous avez une deuxième porte comme celle-ci. Donc là, les portes sont exactement les mêmes que sur celle-là. Là, moi, j'avais modifié un peu la porte. Parce qu'au départ, je trouvais que c'était pas, je trouvais la porte petite. Alors à tort, hein, parce que finalement, ça fonctionne très bien. Donc j'avais bidouillé un petit peu, donc ne vous fiez pas à cette porte-là. D'origine, sur la ruche de l'Hacienda de l'apiculteur, vous avez exactement les mêmes portes que ici. D'ailleurs, je vous mettrai une photo dans la vidéo. Je vais vous glisser une petite photo pour que vous voyez le modèle exactement. Donc les différences principales, on va les voir tout de suite. Alors, je la retourne, vous allez voir pourquoi. Voilà. Celle-ci, donc Hacienda d'apiculteur ou ruche traditionnelle espagnole dans tous les magasins, elle s'ouvre, donc le toit est monté sur charnière et vous avez une barre au milieu. Là, vous avez des cadres qui sont tous pleins. Donc ne vous fiez pas à ceux-là, c'est des cadres que j'ai mis pour combler parce que j'avais un vide. Et d'origine, ils sont tous pleins. Donc ce qui fait que c'est top bar comme sur les Kenyan, vous savez, vous ne voyez pas les abeilles à travers, quoi. Alors que si je vous ouvre celle-là, voilà, première différence, c'est que là vous avez déjà un toit qui s'enlève. Il n'y a pas de barre à l'intérieur. On a un couvre-cadre qu'on n'a pas sur l'autre, bien évidemment, parce qu'il n'y en a pas besoin. À partir du moment où les cadres sont jointifs, il n'y a pas besoin de couvre-cadre, alors que là, il y en a un. Et donc à l'intérieur, les cadres sont ajourés. Alors, personnellement, je préfère les cadres ajourés, puisque quand on fait le traitement, moi je fais des traitements au varomède, vous pouvez le faire aussi à l'acide oxalique par égouttement. Si vous traitez comme ça, le problème c'est que en écartant, là vous êtes obligé d'écarter les cadres, et ce qui fait que quand vous mettez les gouttes de varomède au milieu, ça tombe à travers, en fait ça ne touche pas forcément les abeilles, ce qui fait que le traitement est très mal fait. Donc c'est pour ça que moi je préfère personnellement celle-là. Où là, même si les ouvertures ne vont pas jusqu'au bout des cadres, comme les abeilles sont plus au milieu, si vous voulez, puis que les cadres sont hauts, vous voyez, c'est des cadres qui sont beaucoup plus hauts qu'un cadre d'Adam. Voilà un cadre d'Adam, voilà un cadre Lyens. Donc vous voyez bien la différence. Donc, ce qui fait que les abeilles, quand elles sont sur les cadres, généralement elles sont plutôt sur le milieu. Il y a les abeilles sur la hauteur du cadre, ce qui fait que quand vous mettez le varomètre dessus, ça tombe bien sur les abeilles, et c'est réparti après, elles se déplacent dans la ruche et tout. Le varomètre est réparti, et pour l'instant les traitements que j'ai faits sur ces ruches-là ont été parfaiament bien, enfin il n'y a pas eu de souci, quoi. Donc là, c'est donc des cadres jointifs, ce qui fait que quand vous allez mettre la hausse, il va falloir, vous avez un petit jour, là, vous voyez, vous avez un petit peu de jeu sur le côté. Donc là, vous allez jouer avec ça pour pouvoir mettre la hausse, vous voyez, vous allez pouvoir écarter un peu vos cadres pour que les abeilles puissent passer là et là, et elles peuvent monter aussi par là. Alors ça, il me semble que c'est pour mettre des cales, pour caler les cadres pendant la transhumance, mais je ne suis pas sûr, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les cadres maintenant, pour vous montrer l'intérieur. Alors un petit détail par rapport aux cadres, c'est que ceux de l'Hacienda sont livrés avec des fils non tendus. Voilà, donc ça c'est un cadre de l'Hacienda et ça c'est un cadre de chez Apidroche. Donc c'est les mêmes, hein, sauf que celui-là est ajouré. Et je vois les fils là sont un peu plus gros, ils ne sont pas tendus. Donc d'origine, vous voyez, vous avez un clou, là vous tirez le machin, vous tendez vos fils et vous les mettez vous-même. Donc bon, ça c'est pas très important, mais bon, vaut mieux le savoir, surtout si vous avez plusieurs ruches à faire. Vous n'avez peut-être pas forcément l'envie ni le temps de tendre les fils d'affaires. Voilà. Alors pour l'intérieur,
Donc là au niveau de la ventilation, vous voyez que la tôle perforée en bas fait 2,5 cm de large sur la longueur de la ruche. Sur celle de Chapitroche, vous avez du métal déployé, donc avec déjà un meilleur passage d'air et en plus sur 10 cm de large, donc 4 fois plus de ventilation. Par contre, celle-ci n'est pas ventilée par le haut, alors que celle-là, il y a une ventilation par le toit. Vous voyez, là, l'air doit passer certainement par là et par le petit jour qui est entre les cadres. Par contre, vous voyez, l'eau, quand elle coule sur le toit, elle doit rentrer un petit peu à l'intérieur et ça a tendance à mouiller un peu l'intérieur du toit. Donc c'est pour ça que ça, je suis pas vraiment fan. Donc je vais certainement les modifier et puis boucher ces trucs-là parce que je trouve pas ça... Alors j'agrandirai peut-être un petit peu la ventilation par le bas, et encore, c'est pas sûr. Mais par contre, je pense que je vais boucher le dessus parce que ça, c'est vraiment problématique. Alors ensuite, les charnières, moi je suis pas fan non plus, donc ça je vais les enlever, puisque quand vous voulez mettre la hausse dessus, il faut enlever les charnières. Donc bon, c'est pas très pratique et surtout ça présente pas beaucoup d'avantages. Donc ce que je ferai, c'est que je ferai cette ruche là avec des attaches à fil exactement comme l'autre à côté. Et comme ça, le toit, je pourrais l'enlever complètement. Et en plus, ça évite les accidents parce que si vous avez un coup de vent pendant que vous êtes en train de travailler sur la ruche et que le toit vous tombe sur les doigts, ça peut faire mal. Donc la deuxième différence, donc déjà c'est que le plancher là-bas est penché. C'est-à-dire que vous avez 1 cm de pente entre le derrière et le devant de la ruche. Ce qui permet l'écoulement de la condensation dedans sans être obligé de pencher la ruche sur le devant. Alors que là, le résultat est le même. Si vous penchez légèrement la ruche sur le devant, ça n'empêchera pas les abeilles de construire droit sur les cadres et ça évacuera la condensation. Puisque si vous mettez la ruche dans l'autre sens, la condensation aura tendance à stagner au fond et à vous pourrir la ruche plus rapidement que prévu. Et ensuite, une autre différence, c'est qu'ici, le plancher est fixe. Alors que sur l'autre, le plancher est démontable. Donc ce qui fait que quand vous allez vouloir nettoyer vos ruches au printemps, si le plancher est vraiment cradingue, il va falloir sortir tous les cadres et les remettre dans une caisse propre. Alors que l'autre, vous pouvez simplement changer le plancher et en plus ça évite de tirer tous les cadres. Et s'il fait un petit peu froid, vous avez juste à soulever la ruche et à remettre sur le plancher. Alors que là, faut attendre qu'il fasse chaud pour le faire, quoi. Donc à l'intérieur, les codes sont exactement les mêmes. Donc à savoir 35 cm par 48,5. Par contre, la grosse différence qu'il y a entre les deux, c'est l'épaisseur du bois. Vous voyez, là sur la ruche de Chapitroche, vous avez 25 mm d'épaisseur de bois, alors que là, vous avez que 19. Ce qui fait que pour l'isolation l'hiver, ça sera peut-être un petit peu moins bon, mais bon, l'isolation, il faut surtout qu'elle soit faite par le toit. Donc là, vous pouvez largement mettre des isolants sur le toit, alors que l'isolation par les côtés, c'est pas trop gênant en soi si vous n'êtes pas dans une région où il fait très froid. Si vous êtes dans le Jura ou en montagne où où vous avez des hivers qui sont longs et froids, je vous conseillerais peut-être pas celle-là. Mais par contre, nous, dans les endroits où on est, l'hiver n'est pas très long, il n'est pas très froid non plus, donc que ce soit l'une ou l'autre, je pense pas que ça change grand-chose. D'autant que pour l'hivernage, vous voyez, moi j'ai des partitions chaudes, donc à l'intérieur j'ai mis des morceaux de carton, j'ai mis du contreplaqué de chaque côté, donc c'est un cadre normal, et j'ai laissé dépasser un petit peu sur un côté pour que ça épouse bien la forme de la ruche et qu'il y ait le moins de courant d'air possible à l'intérieur. Ça a tendance à coller un petit peu, puisque là j'ai mis 1 mm de jeu de chaque côté, mais c'est pas grave, puisque là, vous voyez, quand c'est comme ça, si vous ne pouvez pas le tirer directement comme ça, vous pouvez le pousser un peu, ou même le tourner comme ça pour le sortir, quoi. Donc pour l'hivernage, si vous avez déjà ça de chaque côté des cadres, il y a vraiment que l'épaisseur du bois qui va jouer uniquement sur l'arrière et sur l'avant. Juste, à mon avis, ça ne change pas grand-chose. Pour ce qui est des hausses, évidemment, si vous achetez des ruches à l'Hacienda de l'apiculteur, il faudra impérativement commander vos hausses si vous ne les fabriquez pas. À l'Hacienda de l'apiculteur aussi, et également chez Apidroche. Si vous commandez les ruches chez Apidroche, il faudra commander les hausses qui vont avec. Puisque évidemment, une hausse qui va s'emboîter sur cette ruche-là, qui fait 52 de long, ne va pas s'emboîter sur celle-là qui en fait 53,5. Et inversement, si vous mettez une hausse Apidroche sur une de l'Hacienda, vous allez la poser dessus, il y aura un petit peu de jeu, mais ça va se poser. Par contre, le toit ne s'emboîtera pas dessus. Donc commandez bien les hausses et les ruches chez le même fournisseur. Donc pour ce qui concerne les hausses, chez les deux fournisseurs, vous allez trouver ce genre de cadre-là, avec des hausses qui vont s'adapter sur vos ruches. Ça, c'est ce qu'on appelle des demi, et il y a aussi des tiers. Donc les demi font, je crois, 21 cm de long, il me semble. 21,5 au total, mais 21 si on considère que la barre là. Et vous avez des cadres plus bas qui font 17 cm de haut. Donc ça, ils appellent ça des demi, les autres appellent ça des tiers. Une petite différence de hauteur. Moi, j'ai pris ceux-là parce que c'est pour aller dans mes ruches divisibles. Mais sinon, je pense que j'aurais plutôt opté pour des cadres bas, sachant qu'on n'a quand même pas des mielés non plus de folie chez nous. Donc, puis je trouve que ça fait quand même haut. Donc après, ça c'est affaire de goût, mais bon, les deux fonctionnent de toute façon. Donc vous allez avoir des hausses, donc avec des cadres qui vont s'installer comme ça dessus. Donc comme sur une ruche d'Adam, ce sera le même principe. Alors que si vous prenez une hausse comme ça, là, ça devient une ruche mixte, donc des cadres Lions en bas pour le corps et des cadres d'Adam pour le haut. Donc cette hausse-là, c'est moi-même qui l'ai fabriquée puisque je voulais avoir que des cadres d'Adam en français.
puisque en Espagne, les cadres d'Adam sont un petit peu plus longs et un petit peu plus hauts. Ils sont en côte Langstroth en fait. Donc la longueur, c'est la longueur Langstroth, donc ils font 1 cm de plus et 1 cm de plus en hauteur. Ce qui fait que si vous achetez les hausses avec des cadres d'Adam en Espagne, vous allez avoir des cadres d'Adam US et pas des cadres d'Adam français. Donc ça pose pas de souci si vous n'avez que des Lions et si vous ne comptez pas intervertir vos cadres, mais par contre voilà, vous ne pourrez pas vous servir des cadres d'Adam dans une ruche, des cadres d'Adam français dans une ruche espagnole, et inversement, les cadres espagnols, vous ne pourrez pas les mettre dans une ruche française. Et ça peut provoquer des petites confusions. Si vous vous trompez de cadre, vous allez voir vos ruches, vous vous trompez de cadre, vous n'emmenez pas les bons, ça peut poser problème. Donc c'est pour ça que moi je voulais qu'une seule taille de cadre. Pour ce qui concerne les hausses, donc vous pouvez les acheter, il n'y a pas de souci. Par contre, sachez que si la ruche à la base n'est pas chère, les hausses sont relativement chères comparées à ce qu'on trouve en France. Pour des dadans, parce que tout ce qui est pièces de Lions, vous n'allez pas le trouver en France, vous allez le trouver uniquement qu'en Espagne. Ah oui, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, celle-ci, quand vous avez des cadres jointifs dessus, vous ne pouvez pas mettre un nourrisseur dessus. Et de toute façon, cette barre-là vous l'empêche. Donc moi, ce que j'ai fait déjà j'ai modifié. Donc moi, j'ai mis des cadres ajourés à l'intérieur. Et donc là, je vais mettre les cadres ajourés. C'est pour vous montrer la modification que j'ai faite. Alors, pendant que j'en tiens un, au niveau des modifications, vous voyez, moi j'ai enlevé les fils de fer sur la plupart des cadres, et donc je mets une barre triangulaire au-dessus que je passe à la cire d'abeille après, avec un petit coup de pinceau et de la cire chaude, et je mets une barre carrée de 12 mm au milieu, là, avec l'arête en bas et une arête au-dessus. Ce qui fait que les abeilles construisent dessus, et elles arrivent même à noyer la barre dedans, on voit même plus la barre, et donc les cadres sont construits bien droits. Le truc, c'est qu'il faut quand même les placer, si possible, entre deux cadres bâtis, parce que si vous mettez que des cadres comme ça, les abeilles peuvent très bien partir en travers ou vous dévier d'un cadre à l'autre. Donc, si vous n'avez pas de cadre bâti, mettez des cires gaufrées au départ. Et si vous ne voulez pas mettre de cire gaufrée par la suite, ben là, vous intercalez les cadres entre deux bâtis à chaque fois, quoi. Alors, celui-ci, j'ai mis une barre ronde, mais la barre ronde, je vous conseille pas, parce que vous voyez, ça décale dessus. Les abeilles ne construisent pas forcément sur le rond, elles peuvent facilement se décaler d'un côté et de l'autre, et du coup, c'est pas... Ça, c'était un cadre que j'avais mis en ruche piège. Vous voyez, c'est un morceau de cadre d'Adam que j'avais mis dessus pour amorcer. La barre ronde n'était pas terrible, donc ça, je ne vous conseille pas. Donc, si vous faites des cadres à jambage horizontal, comme les miens, vous mettez impérativement une barre carrée, quoi. Alors, je finis sur ce que j'étais en train de dire. Et donc, moi, pour boucher le petit trou là, ce que je fais, c'est que je mets une barrette comme ça. Alors je ne sais pas si les Espagnols le font, mais moi je le fais, donc ça fonctionne bien comme ça. Donc les petites modifications que j'ai apportées moi sur la ruche de l'Hacienda de l'apiculteur, c'est que déjà j'ai mis des cadres ajourés pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, pour les traitements, et surtout quand vous ouvrez la ruche, vous pouvez tout de suite voir les abeilles. Le problème c'est que là si je laisse comme ça, l'air va foutre le camp par le toit, et donc les abeilles en plus risquent de propoliser, elles risquent de monter bâtir dans le toit, donc c'est pas bon. Donc ce que je mets, c'est que j'ai fait ça. Donc des petites moquettes comme ça, donc qui me laissent la ventilation sur le côté là. Et donc un deuxième pour boucher quand je ne mets pas le nourrisseur. Et donc comme ça dessus je peux mettre un nourrisseur rond. Alors il faut mettre un nourrisseur assez bas pour que ça rentre dans le toit. Faites attention, si vous avez des nourrisseurs trop hauts, ça ne passera pas. Et sinon voilà, parce que si vous avez uniquement des cadres jointifs, vous pouvez bien évidemment pas mettre un nourrisseur rond, vous savez, un nourrisseur en plastique avec le trou au milieu, parce que ça donnera sur rien, vous serez obligé d'écarter les cadres, ça va foutre le bazar dans la ruche. Donc pour ces ruches là, si vous optez pour les cadres pleins, vous pouvez mettre un nourrisseur comme celui-là. Donc ça c'est un nourrisseur cadre. Voilà. Vous le mettez à l'intérieur. Voilà. Vous le remplissez de sirop. Et vous pouvez mettre un petit bout de moquette dessus, un petit bout de quelque chose pour boucher, une planchette, ce que vous voulez. Et puis voilà. Comme ça vous avez juste enlevé la planchette, remplir le nourrisseur. Et puis voilà, ça fonctionne, quoi. Et donc moi j'ai opté voilà, pour ça, pour un truc comme ça, pour isoler, tout en me laissant la possibilité de mettre un nourrisseur dessus. Et donc ça, et voilà. Et donc cette barre là, si vous ne souhaitez pas la garder, c'est pas compliqué, hein, vous pouvez la tourner, elle tient avec une agrafe de chaque côté, sur celle qui est peuplée de ruches comme ça, de l'Hacienda. J'ai enlevé cette barre là et ça pose pas de soucis, quoi. Voilà. Voilà. Donc au niveau des avantages des ruches de Lions, vous voyez, parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la hauteur du cadre qui va favoriser l'hivernage, puisque les abeilles vont pouvoir commencer l'hiver en bas du cadre et avoir une bonne tartine de miel au-dessus, ils vont pouvoir remonter tout au long de l'hiver sans avoir besoin de se dispatcher sur les côtés. Ce qui fait que voilà. Si vous avez une colonie qui est un petit peu faiblarde, elle ne risquera pas de mourir de faim avec du miel sur les cadres des côtés, quoi. Ce qui arrive des fois sur les dadans, quand vous avez une colonie un peu faible, elle reste au milieu, elle voit qu'il n'y a plus de miel, et s'il y a du miel sur les cadres sur les côtés et qu'il fait froid, elles n'ont pas la force d'aller chercher le miel et revenir, ce qui fait qu'elles finissent par mourir de faim alors qu'il reste du miel dans la ruche. Chose qui n'arrive pas avec les Lions. Alors la barrette, on n'est pas obligé de la mettre, moi je la mets, parce que c'est pour éviter qu'elle bâtisse dans le couvre-cadre. Si vous mettez le couvre-cadre comme ça, si les abeilles ont besoin de place, il y a forte probabilité pour qu'elles construisent là-dessus. Donc c'est pour ça que je leur mets une petite barrette.
Alors des fois elles construisent sous la barrette, par contre ça arrive. Donc, comme je vous disais, l'avantage de ces ruches là par rapport notamment à une dadan, c'est qu'une dadan, si je fais ma visite, je vais commencer par tirer ce cadre là, voilà, je vais le poser là. Ensuite tous les autres je vais les prendre, je vais les décaler, je vais les remettre, et je vais soulever pour sortir des agrafes, les remettre là, etc. Et quand je vais finir ma visite, si je veux les remettre dans le même ordre, il va falloir que je refasse tout en sens inverse. Alors que dans une Lions, une fois que vous avez tout tiré, vous avez poussé tous vos cadres là-bas, simplement vous poussez tout le total et vous remettez votre cadre, il n'y a pas de souci. Et en plus, vous risquez pas de coincer les abeilles entre les agrafes qu'il y a en bas et le cadre, parce que ça on voit pas. Vous voyez, quand on met les cadres dans une ruche d'Adam, on voit pas trop ce qui se passe en bas. Et il est possible des fois qu'on écrase des abeilles sans le vouloir, et il y a encore pire si c'est la reine, quoi. Et maintenant, il faut juste faire attention à ne pas les écraser là, donc ça vous faites attention quand vous remettez les cadres, mais bon, ça pose pas vraiment de soucis. Donc les cadres là sont à 38 mm de large, mais moi je vais certainement les réduire un petit peu, parce que je trouve que 38 c'est un peu beaucoup. Donc suivant les ruches, hein, sur une Vuarno d'origine il y avait 36 mm d'écart entre les cadres, sur une Dadan c'est 37,5, sur une Lion c'est 38. Les espacements Hoffman sur les Dadans sont à 35, donc vous voyez c'est une cote qui varie un petit peu d'une ruche à une autre. Là ils sont à 38, je trouve que c'est un petit peu large. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, sur une partie de mes cadres, pour tester sur une ruche ou deux, c'est que je vais mettre un coup de scie de chaque côté, 1 mm de moins de chaque côté pour les ramener à 36. Et je pense que ce sera pas mal, ça évitera d'avoir des fois des espèces de petites constructions anarchiques entre deux. Elles arrivent fréquemment à me faire des petits morceaux de plaques, elles écrasent un peu sur les côtés comme ça de chaque côté, puis elles me refont un petit bout au milieu. Donc ça c'est ce qui me fait penser que c'est un petit peu large. Après les Espagnols les utilisent comme ça depuis la nuit des temps et ça pose pas de soucis. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour des différences. Vous voyez, c'est pas des différences fondamentales. Donc c'est surtout au niveau de la conduite, ça va changer. Surtout si vous avez l'habitude comme moi au Dadan, du coup d'avoir un truc top bar, ça va poser problème. Alors que certains vont préférer des barres jointives où on ne voit pas les abeilles. Pour l'hivernage, pour tout ça, ça peut faciliter aussi du fait qu'il n'y a pas de déperdition de chaleur. Vous avez la bonne hauteur de barre de cadre, et donc ça peut éventuellement favoriser l'hivernage. Donc moi, comme je vous ai dit, je préfère voir les abeilles quand j'ouvre la ruche, savoir où elles sont exactement, et pouvoir traiter au varomètre, puisque je traite au varomètre. Maintenant, si vous faites à l'acide oxalique par sublimation, par exemple, ou vous mettez des bandes à mitraz ou autre chose, ça ne changera rien que vous ayez des barres jointives ou pas, ça sera la même chose. Alors maintenant, on va parler de prix, puisqu'il y a une différence. Alors je vous rappelle quand même que moi j'ai aucun lien commercial ni avec chez Apidroche, ni avec l'Hacienda de l'Apiculteur, ni avec personne. Je vous parle juste des ruches que j'aime bien, et j'essaye de vous donner un petit peu les clés pour pas que vous soyez déçus si vous commandez chez l'un ou chez l'autre. Comme ça vous savez à quoi vous en tenir, les différences qu'il y a à l'intérieur et tout. Je viens de vous les expliquer. Maintenant il y a aussi une différence au niveau du tarif. Alors entre les ruches en elles-mêmes, il n'y a pas énormément de différence, donc je vous dirais qu'à la limite, voilà, la tendance irait plutôt à prendre celles de chez Apidroche, puisqu'elles sont légèrement plus chères, mais pas énormément, donc ça reste correct et la qualité de fabrication est quand même meilleure à la base. Maintenant, les frais de port, ça a de quoi vous refroidir, parce que chez Apidroche, ça coûte un bras. Donc là, j'ai pas les tarifs en tête, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les mettre là. Donc je vais vous mettre le tarif de base, donc ici, de la ruche de chez Apidroche, et ici, de la ruche de chez l'Hacienda de l'Apiculteur. Là, je vous ai fait un tableau avec le calcul des frais de port, pour voir le tarif de la ruche, frais de port compris. C'est-à-dire que si vous commandez, je vous conseille déjà vous remplissez vous créez votre compte, donc vous rentrez vos coordonnées dedans et tout ça pour que les frais de port que le logiciel soit au courant que les frais de port c'est pour la France et pas pour l'Espagne. Et ensuite donc faites des simulations de panier. Donc vous mettez une ruche dedans, vous voyez combien ça vous coûte. Vous pouvez le faire chez les deux fournisseurs, et vous le faites avec 2, avec 3, avec 4, avec 5, et vous allez voir qu'il y a des différences. Alors la logique voudrait qu'on pense que plus on prend de ruches, moins c'est cher. Or c'est pas le cas du tout, puisque ça correspond à des tranches. Comme à la poste, si vous postez un colis à la poste, vous allez avoir des tranches de poids, ce qui fait qu'il vaut toujours mieux être au-dessus de la tranche du bas qu'en bas de la tranche du haut. Parce que sinon ça remonte carrément, moi ça m'arrivait d'emmener un colis à la poste et de rouvrir le colis pour retirer 20 grammes dedans pour passer de 11 € à 6 €. Oui, donc bon, c'est quand même... Voilà, donc pour ce qui concerne le prix, donc pour une ruche, à l'Hacienda de l'Apiculteur, ça va vous coûter 56 €. Alors là je vous ai fait le tableau, mais je ne veux pas parler des centimes pour pas vous embrouiller. Là, vous savez que voilà, on a 1 € près à chaque fois. Donc 73 € pour chez Apidroche et 56 € pour l'Hacienda de l'Apiculteur. Maintenant, si vous prenez 3 ruches, par exemple, ça augmente le tarif. Vous voyez, donc de 56, on passe à 59 à l'Hacienda, et de 73, on passe à 76 chez Apidroche. Et si on en prend 4, c'est encore plus cher, on passe à 79. On peut même, si on en prend 8, monter à 85 € chez Apidroche, alors que le plus cher à l'Hacienda, le plus cher, c'est si vous en prenez 6, ça vous coûte 60 €.
vous voyez, faites bien les simulations de panier. Donc le plus avantageux chez Happy de Roche, c'est de les prendre par 7. Parce que alors, si vous en prenez 6, 70 €. Si vous en prenez 7, 66 €. Si vous en prenez 8, 85 €. Vous voyez la différence. Donc oui, faites bien les simulations de panier, faites des comparaisons avant de commander, quoi. Et donc à l'Hacienda de l'apiculteur, là où c'est le moins rentable, c'est si vous en prenez 6, elle vous coûtera 60 €. Si vous les prenez par 10, elle vous coûte 50 €. Voilà. Et si vous les prenez par 20, 42 €. Et ça, bah, oui, vous faites votre panier. Donc, comme je vous ai dit, vous créez votre compte, vous remplissez votre panier, vous regardez à chaque fois, vous divisez par le nombre de ruches et vous savez exactement combien vous coûte la ruche. Maintenant, vous pouvez aussi ajouter du matériel, puisque des fois, rajouter une ruche, ça rajoute quand même beaucoup de poids. C'est des ruches qui sont relativement lourdes. Par contre, si vous rajoutez par exemple des nourrisseurs, de la cire gaufrée, je sais pas quoi, une vareuse, une paire de gants, n'importe quoi, ça bougera pas les frais de port. Donc du coup, voilà, si vous avez plusieurs choses à commander, vous pouvez déjà comparer les prix, puisque en Espagne, c'est quand même relativement avantageux par rapport à certains magasins en France. Alors après, toujours à comparer. Si vous commandez sur un site en France avec les frais de port et si vous commandez à la coopérative apicole à côté de chez vous, il est possible qu'à la coopérative, ça vous coûte nettement moins cher. C'est même quasiment sûr. Donc voilà, faites bien tout le... Voilà, pensez bien à tout, remplissez le panier. Si vous commandez par correspondance, remplissez les paniers, faites des tests, mais ça marche pour la France aussi. Faites des tests pour une ruche, 2 ruches, 3 ruches, ajoutez du matériel, regardez combien ça coûte. Et si vous avez plusieurs ruches à commander, si vous êtes plusieurs apiculteurs qui ayant envie d'acheter des ruches, à ce moment-là, voilà, si vous, par exemple, puisque chez Happy de Roche, il faut en commander 6 pour avoir un bon tarif, 7, ben voilà, si vous êtes 2, il y en a un qui en prend 3, l'autre qui en prend 4, et comme ça vous fait la ruche un petit peu moins cher, que vous gagnez quand même plus de 6 € par ruche, c'est quand même pas négligeable, quoi. Et pareil à l'Hacienda, donc bon, je vous remontre le tarif, je vous montre le tableau, comme ça vous faites arrêt sur image, et puis vous regardez ce que ça donne. Voilà. Alors après, une chose à savoir aussi, c'est que les hausses ne sont pas données du tout. Donc moi, personnellement, je vais commander automatiquement chez Happy de Roche, puisque mes ruches sont majoritairement de chez Happy de Roche. J'en ai 8 de chez Happy de Roche et 2 de l'Hacienda de l'apiculteur. Et le problème de l'Hacienda, c'est qu'ils ont beaucoup de ruptures de stock aussi. Donc si vous ne commandez pas dans les temps, vous allez risquer de... Là, en ce moment, les hausses ne sont pas disponibles, par exemple. Je voulais en commander 2 pour moi, les hausses ne sont pas disponibles, donc il va falloir que je les fabrique. Chez Happy de Roche, il y a beaucoup moins de ruptures de stock, mais par contre, les tarifs ne sont pas les mêmes non plus. Donc le prix de base de la hausse, alors pour moi je vais parler de la hausse mixte, mais bon les autres doivent être à peu près au même tarif. Donc je vous mets le tarif là. Voilà, donc si j'en commande une, vous êtes assis là, une hausse va me coûter 51 €. Donc c'est-à-dire quasiment le double d'une hausse d'Adam en France, quoi. Si j'en commande 2, ça sera 44, et donc le plus avantageux c'est de les prendre par 9, où là ça vous coûte 40,25 €. Mais ça voilà, donc sachez-le, si vous voulez opter pour les ruches de l'Alliance uniquement pour des questions économiques, vous allez avoir un petit souci. Si vous ne fabriquez pas vous-même vos hausses, vous allez les commander. Donc que vous preniez des hausses l'Alliance avec des cadres l'Alliance ou des hausses Alliance avec des cadres d'Adam, le tarif sera à peu près le même. Par contre, voilà, c'est pas donné, quoi. Donc ça, plus les frais de port, vous voyez, donc ça vous coûte quand même relativement cher. Donc si vous avez imaginé déjà 10 hausses à commander, 10 hausses, vous allez en avoir pour 430 €, quoi. Alors que si vous prenez 10 hausses à la coopérative apicole pour une dadan à côté de chez vous, vous allez en avoir pour la moitié. Donc voilà, donc prenez ça en compte aussi. Donc voilà, j'espère que j'ai fait le tour de la question. Et donc si vous voulez tester les ruches de l'Alliance, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'avantages. Maintenant, toutes les ruches ont des avantages, toutes les ruches ont des inconvénients. Comme je vous ai déjà dit, il n'y a pas de ruche idéale. Donc moi je préfère largement celle-ci. Donc depuis que j'ai goûté aux Layens espagnols, vraiment je veux vraiment que ça. Donc petit à petit je vais remplacer mes dadans par des Layens espagnols. Je vais garder aussi les cadres de Layens espagnols pour mettre dans ma vieille mémé Layens qui est derrière là, puisque c'est des cadres avec des pointes sur les côtés posées sur des bancs d'intercadre et 2 rangées d'agrafes en bas. Donc je vais la convertir en ruche espagnole. Même si certains trouveront que prendre une antiquité pareille, elle a plus de 100 ans ma ruche, hein. Donc prendre une antiquité comme ça et la modifier avec des cadres modernes, c'est peut-être un petit peu dommage, mais en attendant, ça me permettra de pouvoir rajouter un cadre d'une ruche à l'autre. Vous voyez, si j'ai besoin d'un cadre de couvain, pouvoir prendre dans une autre. Si je veux transférer toute une ruche espagnole dedans pour la passer en horizontale uniquement, je pourrais le faire. Donc ça va me faciliter les manœuvres et ça sera meilleur pour moi et pour les abeilles. Voilà. Bon sur ce, j'ai fait le tour, donc j'espère que ça vous a plu, donc je vous donne rendez-vous dans pas longtemps pour les prochaines vidéos, donc je ne sais pas encore sur quoi ça sera, peut-être sur le piégeage des frelons, puisque là, les frelons chez nous sortent pas encore, il fait encore trop froid. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai mon gilet et ma veste, et puis là j'ai l'onglet tellement il fait froid, même s'il y a du soleil, donc le piégeage de printemps, mais le piégeage de printemps tôt, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais bon, cette année, j'ai posé mes nichoirs à frelons. Je vais piéger le plus tôt possible. Donc là, dans les jours qui viennent, là, je vais poser les pièges. Par contre, je les retirerai dès que les premières fondatrices seront installées pour pouvoir profiter de la concurrence entre les reines et pas soulager les fondatrices installées
de la concurrence des autres. Voilà, mais ça, je vous en reparlerai plus en détail. Voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien, soignez bien vos abeilles et à bientôt pour les prochaines vidéos.